allons passer à la troisième table ronde. On a tout le monde là? Ils sont là? Allez. Eh, venez, on vous appelle? Allez, non. Donc, sur l'importance des data en santé des femmes. Donc, concernant les données de santé, vous savez qu'on en parle tous aujourd'hui, et encore plus avec l'IA. Et en santé des femmes, ce n'est absolument pas une option. C'est vraiment une condition d'équité, une condition de sécurité et d'efficacité des soins. Et sans données spécifiques, bien évidemment, une partie des réalités vécues par les femmes restera invisible. Et comme tout ce qui est invisible, soit c'est mal pris en charge, soit c'est pas du tout pris en charge. Et donc pour cette table ronde, j'accueille donc à nouveau le docteur Mathieu Robin, toujours directeur des data chez Unicancer. Le docteur Jean-François Morel, qui est médecin généraliste, je ne sais pas s'il est dans la salle. Non. Claire Vigneault, qui est médecin biologiste et responsable de la donnée chez Biogroup. Angèle Mbarka, qui est présidente de Fibrome Info France. Et Vanessa Rabot-Connery, chirurgien gynécologique au CHU de Bordeaux, mais aussi fondatrice et CEO de ViveMed. Donc j'attends David pour commencer. Qui pose la question, c'est ça? Eh mais il a l'air venant. Faut que je retrouve le fil de l'histoire. C'est aussi un peu toujours... on va dans le même axe. C'est quoi, pour vous, les besoins pour améliorer la santé des femmes? En partant des données. Donc, en on parle des outils, mais on parle du sujet donné. Donc, sur une minute qui défile encore plus vite que tout à l'heure. Donc, comme vous savez, les données en santé ont une croissance extrêmement importante et aujourd'hui, on n'a même plus la capacité de conserver au quotidien des données générées par activité de soins. Je pense par exemple sur les lames pathologiques qui, aujourd'hui, dans les faits, sont détruites de fait de la taille que ça prend et donc de difficulté de les avoir. Donc, des données, il y en a énormément. Donc, les données relatives, en effet, aux femmes sont des données pour lesquelles il y a des spécificités et qui sont clairement aujourd'hui sous-représentées. Moi, je développerai peut-être un petit peu sur la partie dans les études cliniques, qui ont des particularités par rapport, dans la recherche clinique, par rapport aux différences hormonales, mais également sociales, et également sur la place de la femme dans la famille, et donc sur la disponibilité, sur l'accès aux soins. Donc il y a vraiment des vraies différences et qui impliquent qu'il y a vraiment une importance de développer plus encore ces données en santé des femmes. Et ça, on développera plus loin. Alors, un peu, mais ça va, on a une personne au moins, on a gagné un peu de temps. Ah, ça y est, non, il est là. Ah ben voilà, on l'accueille aussi, Monsieur Morel. Par contre, ça manque de tabouret. Hop. On a besoin de se dégourdir les jambes, c'est Hicham qui nous a dit ça, c'est important. Le fait de marcher, ça fait remonter le sang au cerveau, ça stimule, et comme ça, voilà, on reste éveillé. Mais sinon, on peut tous se mettre debout, ça va nous faire... Ouais, c'est pas mal non plus, ouais. Je crois que c'est à vous. Une minute. Une minute chrono. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que j'ai failli pas être là aujourd'hui et parce que j'étais sur un autre événement qui abordait également la santé des femmes. Donc, j'ai fait très peur à Julie et je posais la même question à l'autre événement. C'était qu'est-ce que je fais là, en fait ? Je suis un homme blanc de plus de 50 ans. Je suis à la présidence d'une fédération qui me permet de dire que j'ai un petit pouvoir. Et je me demande ce que je viens faire sur une table ronde sur la santé des femmes. Finalement, je vais venir consommer déjà dans un premier temps, parce que j'ai un peu l'impression qu'il y a un certain nombre de signaux qui sont en train d'émerger concernant la santé des femmes. Et je vais me permettre de poser une question à tout le monde, c'est est-ce qu'on connaît bien ? Est-ce qu'on n'a pas des progrès à faire ? Alors la donnée nous aidera peut-être, mais en tout cas, mon dernier infarctus féminin, je l'ai diagnostiqué par hasard dans mon cabinet parce que la femme faisait un malaise, que par hasard mon cardiographe était sorti et je me suis dit tiens, je vais lui faire un ECG et c'était un infarctus. Il y en a beaucoup chez les femmes qu'on détecte moins. Ouais.
Claire Vigneault, donc vous, une minute, allez, vas-y. Sur l'importance de la donnée dans la santé des femmes. Dans la santé des femmes, ouais. Alors, je vais rejoindre Mathieu, puisque finalement, nos scopes se recroisent, mais effectivement, les femmes sont quand même largement sous-représentées dans la recherche clinique. Pour autant, leurs symptômes sont très particuliers et elles consultent un peu plus que les hommes, mais pour autant, elles minimisent leurs symptômes. Et donc, finalement, leurs données sont sous-représentées, sous-évaluées. Si moi, ma chance, c'est plutôt d'interagir avec les femmes, puisque je suis en PMA, c'est mon quotidien. Et on voit bien en PMA que c'est plutôt la femme qui drive, donc je suis un petit peu biaisée. Mais c'est vrai que ça prend son importance parce que, par exemple, 2 couples sur 10 consultent en France en PMA et 1 couple sur 10 va vraiment avoir besoin d'avoir accès à une méthode de FIV ou d'ICSI ou d'insémination. Et donc là, à nouveau, c'est la femme qui drive. Donc les données sous-représentées, la femme qui finalement est sous-représentée, c'est une perte de chance pour cette population. Et donc, moi, j'espère aujourd'hui, avec la donnée, qu'on va pouvoir, je rejoins mes confrères précédents, pouvoir interagir plus en amont, sur le moment et en aval. Et ça, c'est la chance de la donnée de la biologie. On est assez pivot, en fait, dans toute la prise en charge des patients. Angèle, à vous. Oui. Bonjour tout le monde. Moi, je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui pour parler du fibrome. Le fibrome, c'est une maladie dont on parle finalement très peu. Et de pouvoir en parler aujourd'hui me fait énormément plaisir. Le fibrome est la maladie féminine la plus fréquente, la moins étudiée, la moins financée. Et aujourd'hui, en 2026, le fibrome est absent de tous les plans nationaux de santé des femmes, de tous les rapports officiels dédiés à la santé des femmes. Nous avons grandement besoin de données déjà pour comprendre la maladie féminine la plus fréquente, première cause d'ablation de l'utérus. Nous avons besoin aussi de données pour améliorer la prise en charge, le parcours de soins qui est pour l'instant inexistant, faute de données. Et la nécessité des données par rapport au fibrome permettra d'améliorer à un moment ou à un autre la prévention. Parce qu'aujourd'hui, rien n'est fait en termes de prévention. Donc vous, c'est la captation de données, en fait, là, de ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Ouais. Besoin de données pour comprendre la maladie, essentiellement. Vanessa, à vous. Oui, merci. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit. L'importance de la donnée, c'est aussi de saisir la bonne donnée. C'est-à-dire qu'on a besoin à l'heure actuelle de briques en amont, justement, pour l'utilisation dans l'IA après par la suite, et on a vraiment besoin de construire ça. La problématique dans la santé féminine, c'est que finalement, on va capter des données chez les femmes au moment des épisodes de soins. Et c'est comme ça qu'elles sont sous-représentées. On ne s'attelle pas au parcours féminin. Les femmes ne verbalisent pas forcément ça. On pourra dire un mot peut-être aussi des professionnels de santé, et des gens qui sont dans la santé. Il y a beaucoup de femmes. Elles sont aidantes, elles ont des effets de ciseaux managériaux relativement importants, et c'est aussi toute une population de femmes chez qui on pourra aller capter les bonnes données. Pour moi, une bonne donnée, il faut qu'elle soit qualifiée, il faut qu'elle soit gouvernée. On ne va peut-être pas rentrer dans tous ces détails-là, sauf si vous le souhaitez. Et puis, il faut aussi s'intéresser aux données en vie réelle, parce que les données en vie réelle, c'est ça qui peut vous permettre d'aborder des parcours, notamment dans la santé des femmes. C'est valable pour les fibromes, c'est valable pour l'endométriose, c'est valable pour une cause que je défends, qui sont les pathologies vulvovaginales, parce qu'il y a vraiment des errances diagnostiques majeures. Et c'est ce qui va nous permettre de construire après les parcours en IA. Et ce qu'on a vu, c'est vraiment les briques d'amont qu'il faut construire. Alors concrètement, si on va plus dans le sujet, est-ce que vous avez des projets, est-ce que vous avez des démarches dans cet axe, effectivement, des data en santé des femmes, qui pourraient illustrer donc les enjeux que vous avez plus ou moins abordés les uns et les autres, donc en 3 minutes chacun. Mathieu ? Bon, donc je commence, je vais répondre à la question, mais je rebondis et j'approuve tout à fait ce qui vient d'être dit. Les données, en réalité, il y en a. Ce qu'il faut, c'est les rendre accessibles, c'est les structurer pour pouvoir les faire parler. Parce que c'est vrai que toute interaction génère aujourd'hui de l'information, génère de la donnée qui est enregistrée quelque part, que ce soit seulement dans la tête ou sur un bout de dossier
plus ou moins numérisées, plus ou moins structurées. Toute la difficulté aujourd'hui est de rendre ces données en effet exploitables et utilisables. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un sous-usage de ces données structurées qu'on souhaite et qu'on veut faire parler. Donc c'est vrai que sur les projets qui existent, donc moi qui suis plus sur le côté recherche, à Unicancer, il y a beaucoup de cancers qui concernent les femmes. Là. Donc là, évidemment, on ne s'intéresse qu'aux données des femmes, cancer du sein, cancer d'utérus, donc qui sont forcément spécifiques, même le 1% des cancers du sein et pas de l'utérus concernent des hommes, mais ne sont jamais pris en compte. Mais là, on est complètement là-dessus. Par contre, c'est vrai qu'il y a d'autres cancers, comme la thyroïde, qui sont quand même majoritairement féminins, pour lesquels finalement l'inclusion dans les essais est majoritairement masculin ou à peu près équivalent. Donc ça, c'est sûr qu'il y a un déséquilibre réel qui est constitué sur un certain nombre de pathologies. Donc aujourd'hui, toute cette réflexion et puis finalement aussi toute cette démarche de co-construction sur laquelle on travaille, qui est d'impliquer les associations de patients, les professionnels de santé, tous les acteurs impliqués sur la réflexion et sur la mise en œuvre d'un protocole, et donc notamment, bien évidemment, les femmes lorsque c'est une pathologie qui ne concerne pas que l'homme, parce qu'il y a aussi des cancers qui ne concernent que l'homme. Donc là cette force et ces interactions permettent dans ces projets de co-construction qui suivent une méthodologie qui est très claire, qui n'est pas juste un discours, il y a une méthodologie publiée, la bibliographie, etc. La place et l'interprétation des patients sur la construction d'un critère principal, sur la correspondance avec l'objectif auquel on souhaite répondre. Donc voilà, donc il y a toute une méthodologie dans laquelle sont impliqués l'ensemble des acteurs et évidemment les femmes sur ces sujets pour ne pas être justement uniquement sur ce focus qui bouge quand même un petit peu, même s'il n'est pas encore arrivé à son terme d'égalité. Donc voilà, donc il y a toutes ces démarches sur lesquelles on travaille de co-construction en impliquant bien sûr les femmes sur des protocoles qui ne concernent pas que des cancers qui concernent les femmes. Après, des pathologies spécifiques, je pense, donneront lieu à d'autres types de réponses. Est-ce que, Dr Connery, en tant que praticien, vous souhaiteriez rebondir sur ce que vient d'évoquer Mathieu ? Oui, alors moi, vous savez, je suis chirurgien, je suis dans un bloc opératoire toute la journée. Et en fait, j'ai créé ViveMed parce que je n'avais pas de réponse pour certaines patientes aux souffrances des patients. Donc, je suis vraiment partie du besoin. Je connais l'hôpital public parce qu'il y a des grands ensembles et je vois bien qu'on ne capte pas les données de santé. J'ai créé un centre spécifique justement pour travailler sur la donnée de santé en vie réelle, peut-être aussi plus en interface avec la ville, le territoire. Je pense et avec les CPTS, c'est comme ça, je pense qu'on aura un ensemble de données en réfléchissant en amont pour les qualifier de façon intelligente et pertinente. À mon avis, il faut vraiment utiliser les ressources numériques que l'on a pour travailler sur tout ce qui est PROM, c'est-à-dire le Patient Related Outcome, en fait, en prenant la parole des femmes. Et ça, c'est vraiment complètement applicable dans le domaine de la santé des femmes. C'est ce que j'ai structuré donc à Bordeaux. Et maintenant, on s'aperçoit que finalement, ce petit réseau un petit peu qui répondait aux besoins en fait, des femmes que l'on a mis en place, qui est à la fois du diagnostic, à la fois du traitement, à la fois la qualification des données en vie réelle dans un entrepôt de données de santé, HDS, etc., avec tous les critères, ça commence à devenir des modèles qui sont peut-être innovants et pertinents. Je vais travailler en lien avec le CHU de Montpellier et le CHU de Bordeaux qui m'ont demandé des partenariats sur ce type de petites unités innovantes. Alors je me dis que peut-être il y a une place à étudier ça parce que ça va relayer après sur la prévention. C'est des modèles qui sont un peu vertueux, d'utiliser la data pour avoir des données de vie réelle, détecter des signaux faibles, on en parlait tout à l'heure, les adapter aussi dans notre management et avoir la parole des patientes et des femmes et justement dans les fibromes qu'on puisse vraiment sortir des modèles et des problématiques féminines qui passent sous les radars. Faire attention aussi aux femmes qui sont professionnelles de santé, les inclure aussi dans ces questionnaires plutôt en longitudinal. Je pense que c'est comme ça qu'on ira vers de la prévention. C'est comme ça qu'on pourra mesurer aussi de la prévention parce que tout ce qui n'est pas mesuré n'est pas financé en termes de prévention. Merci beaucoup. Monsieur Morel, docteur Morel, pardon. Vous êtes aussi donc médecin, pas en centre hospitalier. Que pensez-vous de ce qui vient d'être dit par rapport à la thématique santé des femmes et data? Votre première question, c'était est-ce que vous avez des projets? Non.
J'ai pas de projet, donc je réponds tout simplement. Je vais passer le micro. Non, juste pour dire qu'en fait, concernant la santé du premier recours, qui est majoritairement représentée dans les CPTS, on vient de plus en plus vers la recherche. Mais aujourd'hui, les CPTS, même si elles font partie de cette nouvelle fédération de recherche en soins primaires qui est en train de se créer, elles ne sont pas encore trop promotrices d'actions de recherche. Certaines essayent, mais pour l'instant, elles se font doubler par les CHU. Et donc, on va continuer. Par contre, si vous venez vers nous et qu'on peut porter ensemble des actions de recherche, là, pour le coup, on sera au rendez-vous parce que elles sont, alors je sais plus, on a fait un sondage, mais à 60%, elles sont prêtes à s'engager dans de la recherche. Donc oui, je pense que on y sera, on sera au rendez-vous. Et puis je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Donc l'événement auquel je participais en webinaire tout à l'heure, c'était organisé par la Fabrique des Territoires, qui est une association qui essaye de représenter, de réunir les contrats locaux de santé, et qui se pose aussi beaucoup la question de comment est-ce qu'on peut aller vers une santé des femmes intégrée, et pas seulement, alors j'ai appris un terme tout à l'heure, la santé bikini. Je ne sais pas si vous connaissez la santé bikini, hein, c'est ce qui va toucher ce qui est sous le bikini en fait. Et la santé des femmes, c'est pas que sous le bikini. La santé des femmes, c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'infarctus, beaucoup plus de choses que ça. Et je pense qu'il faut qu'on réussisse à infiltrer, mais alors en profondeur, les instituts de formation, parce que vraiment cet exemple-là de l'infarctus dont j'ai témoigné tout à l'heure, c'est inadmissible. Enfin, ça fait longtemps qu'on sait qu'un infarctus féminin ne se présente pas comme un infarctus masculin, mais je ne l'ai pas appris. Et donc, si on est capable de créer de la donnée, si on est capable de structurer de la donnée, il faut aussi que ça serve. Il faut qu'on reprenne presque à zéro toutes nos connaissances. Je suis en train de lire une thèse de socio. Alors, c'est pas les mêmes que les thèses de médecine quand même. Les thèses de socio, c'est 500 pages. Donc, ça fait un moment que j'ai commencé. et c'est une thèse qui a été écrite par la directrice de la Fédération nationale des CPTS, qui s'appelle Mylène Rouzeau-Cornabas, et qui est une thèse sur la crise sur la pilule en France. Et la crise de la pilule en France, déjà, premier enseignement, c'était intéressant, elle est arrivée 17 ans après les Royaumes-Unis. C'est-à-dire que nous, en France, on a résisté pendant 17 ans à la crise de la pilule, de la contraception. Et puis quand on s'en est saisi, on a encore essayé d'étouffer la crise de la contraception. C'est les laboratoires qui ont essayé d'étouffer la crise de la contraception. Honte à eux. Et ensuite, elle est ressortie, cette crise de la contraception, et elle pose la question, la thèse, c'est qu'est-ce que c'est que cette impensée en France et en médecine en général sur la contraception. Pourquoi est-ce que le risque contraceptif, alors aujourd'hui ça évolue un peu, mais pourquoi est-ce qu'il est supporté majoritairement par les femmes? Pourquoi est-ce qu'on a fait de la recherche sur la contraception féminine et rien sur la contraception masculine depuis une cinquantaine d'années? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, trop longtemps après, on se repose la question, et aujourd'hui on a des contraceptions masculines qui commencent à arriver, mais c'est quand même très très tard cette histoire. Claire, est-ce que vous voulez rebondir sur tout ce qui vient d'être dit au niveau Biogroupe, justement, et de votre rôle au niveau des données chez Biogroupe? Alors, nous, notre rôle au niveau de chez Biogroupe, on a une vraie volonté, en tous les cas, de faire valoir la donnée en vie réelle. On a eu ce débat avec Mathieu, enfin, si on peut dire un débat, en tous les cas, d'opposer la donnée en vie réelle hospitalière versus données de ville. Et finalement, l'un et l'autre sont indispensables. Puisque même en ayant 36 millions de dossiers par an, on représente 30% de la biologie française, donc c'est de la big data finalement. On n'a pas toutes les données patients et on a besoin de cette interopérabilité avec des soins, des centres de soins. Donc en termes de... Si par contre j'avais envie d'apporter aussi mon expérience sur les projets concrets, en vous disant que j'ai du plus et du moins. Le moins, c'est déjà de vous dire que j'ai aucun... Enfin, sur les 10 projets qui sont en cours, j'en ai qu'un tout petit qui ne concerne que la femme. Tous les autres sont finalement tout patient confondu. Pour autant, le point positif dans tout ça, c'est qu'on a su, dans nos données de biologie, les standardiser, les caractériser, les qualifier, ce qui fait qu'on a pu genrer notre donnée aussi. Donc c'est pas très difficile de mettre homme ou femme. Bon, de temps en temps on a sexe indéterminé, nous aussi on a dû s'y mettre. Donc, mais cela, c'est toute petite portion.
On a un cadre réglementaire, par contre, qui est effectivement très strict, qui est nécessaire, encore une fois, puisque éthiquement, bien sûr, c'est très important de prendre en compte la décision du patient d'être inclus ou pas dans ces process. Pour autant, moi j'ai vraiment bon espoir que maintenant sur ces projets qu'on fait et qui sont d'ailleurs majoritairement sur les 10 dont je vous parle plutôt en lien avec les CHU, donc on a le CHU de Toulouse, de Nantes, de Nice, c'est un hôpital privé à but non lucratif mais parisien, enfin voilà, j'en ai tout un tas comme ça, et en fait je suis ravie parce que ça a été à chaque fois des demandes de chaîner nos données pour arrêter de juste centraliser soit des données, bien sûr, beaucoup plus pathologiques hospitalières, versus du suivi longitudinal, peut-être plus routinier de ville. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui un vrai effort qui est créé entre le privé et le public. Et c'est important, en sachant qu'on parle beaucoup du privé-public, mais en fait, le privé n'est juste quand même financé aussi par le système public. Donc, en fait, on est juste des salariés, nous aussi, du public. Donc, ça, c'est une chose. Et enfin, sur le plus que je pourrais apporter sur la santé des femmes, ces actions qui sont menées nous permettent de développer aussi des portails d'accès à notre donnée. J'en reviens à l'ANS, n'hésitez pas à nous aider pour le côté réglementaire qui puisse être un petit peu allégé. Mais en tous les cas, on essaye de créer des portails d'accès à la donnée pour qu'il y ait des systèmes de suivi en temps réel de la donnée en vie réelle. Et notamment, on a un superbe projet avec une CPTS qui nous aide à développer ce fameux portail qui est vraiment utilisable par des praticiens au quotidien. Et une de leurs demandes, et j'en suis contente parce que voilà, moi, la donnée de la femme, c'est, comme je vous le disais, mon combat au quotidien. Ils nous ont demandé que sur leur portail d'accès, il y ait effectivement des indicateurs dévolus aux données des femmes. Alors, on va terminer par le meilleur, le patient. Donc avec Angèle, avant de passer donc au verbe, pensez-y, au verbe donc à citer enfin donc en moins de temps possible. Merci. Alors moi j'aimerais parler de l'approche globale de la santé des femmes. C'est très important parce que la santé des femmes ne doit plus être segmentée. Une femme, elle peut souffrir de fibrome, d'endométriose, d'ovaires polykystiques ou de cancer. Et donc l'importance de la donnée dans l'approche globale des femmes permettra d'avoir cette approche qui va pouvoir favoriser la prévention. J'ai envie de parler, par exemple, des risques cardiovasculaires. On parle de plus en plus de maladies cardiovasculaires associées aux maladies gynécologiques. Le fibrome n'y échappe pas. Nous, aujourd'hui, on aimerait savoir qui, du fibrome ou de l'hypertension artérielle, arrive en premier. On sait qu'il y a un lien de causalité entre hypertension artérielle et fibrome, mais on n'arrive pas à savoir quelle est la concomitance entre les deux. Et c'est pareil pour les maladies cardiovasculaires. On part d'un fibrome, on en arrive à des thromboses, à des phlébites. Et donc, pour moi, clairement, il y a vraiment une urgence d'avoir des données. Parce qu'on sait, je ne vous apprends rien, les maladies cardiovasculaires sont la deuxième cause de mortalité. Donc, considérer les maladies bénignes comme étant finalement des non-sujets, c'est une erreur. En termes de prise en charge, c'est un coût pour la société, c'est un coût pour les personnes qui en souffrent. Donc, il y a tout intérêt à avoir des données pour favoriser la prévention. Et nous avons grandement besoin de données. Fibrome Info France vient de célébrer ses 15 ans. Ça fait 15 ans que nous agissons pour justement faire bouger les lignes. Et je suis d'autant plus fière que nous sommes une équipe portée essentiellement par des bénévoles. Et de pouvoir avoir mené cette association depuis 2011 jusqu'à présent, j'ai envie de dire, eh bien, aidez-nous pour la deuxième partie qui se prépare. On a besoin de toutes les bonnes volontés, on a besoin de chercheurs, on a besoin de cliniciens, on a besoin évidemment de financement. Le fibrome est sous-financé. C'est le parent pauvre de la santé des femmes. Un autre grand regret. Allez, le petit mot de... Bah, bravo, on applaudit, ouais.
On va le faire dans cet ordre comme ça. Vous commencez le mot, le Si verbe. vous voulez un seul verbe, je dirais réparer. Réparer. Réparer les femmes, réparer les injustices qui ont été faites dans la santé des femmes, dans toutes les pathologies qui émergent, que ce soit les pathologies endométriose, ménopause. Moi, je m'occupe de douleurs vulvovaginales, mais il y a également tout le corollaire cardiovasculaire, maladies neurodégénératives également. Donc, il faut réparer les femmes. Moi, je dirais co-construire avec la vie, l'hôpital et aussi avec les patientes pour qu'elles soient actrices des cohortes, qu'elles soient actrices de leurs propres données. Alors moi, je vais rester sur la donnée, je dirais labelliser. C'est-à-dire qu'on sache exactement ce qu'il y a derrière une donnée. En effet, qui a émis cette donnée? Est-ce que c'est une femme, un homme? Comment elle a été générée? Quelle est sa signification? Donc vraiment, la labellisation de la donnée pour pouvoir vraiment développer au mieux. La qualifier, tout à fait. On garde Angèle pour la fin. On vous garde pour la fin, ouais. Alors, ça va parler à ceux qui ont plus de 50 ans. C'est appuyer sur le bouton reset. Pourquoi vous me regardez? C'est pas sympa. Angèle? Alors moi je dirais inclusion et équité, parce que c'est vraiment une attente très forte de Fibrome Info France. Nous avons le sentiment d'être exclus, nous avons le sentiment de ne pas être légitimes dans l'écosystème de la santé des femmes. Inclusion, équité, pour une santé féminine globale et respectueuse des attentes de toutes les femmes. Ben, merci beaucoup. Merci à vous 5. Alors, comme pour les autres tables, vous pouvez donc rencontrer les acteurs et les organisations en rapport avec la thématique. Donc, Sébastien Mouret, qui est fondateur et CEO de Screen Act. Yasmine Kando, qui est patiente experte et ex-présidente d'Endo France. Françoise Alliot-Launay, qui est présidente de l'AFLAR. Roukeya Sambé, qui est directrice des opérations de l'association ICAMBER. Et Emmanuelle Pierga, que nous allons accueillir donc pour la suite, qui est représentante de l'association Vie et Moi, mais pas que.